Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée à la une de l'actualité. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel exprime sa satisfaction quant à la couverture de la RTS. En visite dans nos locaux, le président Mamadou Oumar Ndiaye, accompagné du directeur général Papa Alé Ndiaye. Papa Alé Niang salue le professionnalisme des équipes. Le reportage du jour s'intéresse à la volaille, viande la plus consommée au Sénégal, mais désormais rare et de plus en plus chère dans les marchés de Dakar. La hausse des prix et la pénurie de poulet exacerbée par la période post-hivernage plonge aussi bien vendeurs que consommateurs dans une situation difficile, on le verra. Et puis dans le trésor des régions, nous irons à Matam où les sérigraphes vivent une campagne électorale en demi-teinte. Contrairement à la présidentielle précédente, les demandes ou les commandes se font rares et les professionnels déplorent la fuite des clients vers Dakar. Reportage à suivre. Voilà pour l'essentiel du menu de ce trésor. Bienvenue à tous. Les pays de l'OMVS tirent la sonnette d'alarme à la COP29. Les dégâts causés par la crue du fleuve Sénégal et les menaces climatiques nécessitent un soutien urgent à travers un panel dédié. Ils appellent la communauté internationale à financer des projets de dragage et de navigabilité pour lutter contre la montée des eaux. Reportage signé Ibrahim Pabidjedjou. Les ministres de l'environnement des pays bornés par le fleuve Sénégal ont presque tous pris part à la rencontre. Dans son intervention, la ministre guinéenne a d'abord présenté la situation alarmante notée au niveau du bassin du Fouta Djallon, aussi appelé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. À ce jour, ce massif est menacé par les effets du changement climatique. L'ensablement est un des problèmes identifiés. Entre autres solutions préconisées par son pays, c'est le dragage du fleuve Sénégal. Le ministre malien de l'Environnement, quant à lui, a exprimé la préoccupation de son pays sur la pollution de la Falémé. Côté Sénégal, une mesure allant dans ce sens a été déjà prise. L'OMVS doit prendre en charge cette question, par exemple, de la Falémé. Parce que l'État du Sénégal a pris les devants en prenant un décret interdisant les activités minières à 500 mètres des berges du fleuve. Mais il appartient à l'OMVS de prendre la balle au rebond, de regrouper les différents États pour une meilleure prise en charge de cette question. Et nous proposons à l'OMVS de mettre en place un observatoire de suivi en fait, du fleuve Sénégal. La Falémé est dans un état de dégradation très avancé, comme je l'ai dit tantôt. Autre proposition que nous avions eu à faire à l'OMVS, c'est de créer des réserves de biosphère transfrontières entre les différents pays. Les pays de l'OMVS sont unanimes que le changement climatique reste un problème majeur. Ils espèrent de cette COP29 des mesures urgentes, notamment des financements, pour mieux s'adapter. Et justement, le financement de ce projet est une des solutions pour faire face au phénomène du changement climatique. Il devrait augmenter la profondeur du fleuve et limiter les dégâts. Ibrahim Pabidjedjou, justement, s'est entretenu sur la question avec le haut-commissaire adjoint de l'OMVS, M. Momodou Babangoura. Depuis la naissance de l'OMVS en 1972, nous envisageons la réalisation du barrage de navigation sur le fleuve. Si ce fleuve est aujourd'hui dragué et que la navigation voit le jour, ça peut créer beaucoup d'opportunités en termes de main-d'œuvre. Actuellement, et avec la raréfaction des crédits sur le marché financier, nous n'avons pas actuellement la souplesse de lever tout l'argent qu'il faut pour réaliser ce projet. Vous n'avez pas aujourd'hui les moyens de votre politique? Non, nous avons les moyens. Enfin, personne n'a les moyens de sa politique. Un projet ne se réalise pas avec les ressources propres. Nous avons sollicité l'apport des contributeurs. Si vous avez bien suivi les débats du panel,
L'adresse qui a été faite au secrétaire exécutif du Fonds des Nations Unies qui s'occupe de financer le climat, nous l'avons demandé quand est-ce qu'ils pourront faire en sorte que les pays de l'OMVS aient accès au financement vert. Et ce processus, nous sommes en train de l'enclencher maintenant pour pouvoir, parce qu'il faut être accrédité pour avoir ce financement. Les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne prennent fin ce dimanche à minuit. Les navires européens quitteront donc les eaux sénégalaises suite à l'annonce de l'ambassadeur de l'Union européenne. Un éventuel renouvellement dépendra désormais des réformes fermes contre la pêche illicite. Modou Ndiaye nous en dit plus. Les navires européens vont quitter les eaux sénégalaises dimanche soir après la fin de l'accord de pêche entre Bruxelles et Dakar. En vigueur depuis 2019, cet accord va expirer à minuit sans reconduction immédiate. La Commission européenne avait notifié des défaillances au Sénégal en mai dernier, freinant ainsi le renouvellement. Dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. Les discussions en vue d'un nouvel accord ne pourront donc se faire qu'après la mise en œuvre d'actions pour résoudre les problématiques de la pêche illicite. De tolérance zéro à l'égard de la pêche INN, de renouveler un accord avec des pays qui ont été notifiés. Le Sénégal n'est pas isolé. Le Sénégal et l'Union européenne poursuivent leurs discussions. Un dialogue officiel s'est tenu les 5 et 6 novembre à Bruxelles lors de la commission mixte. Les deux parties souhaitent tirer des leçons de l'actuel accord et envisagent des conditions d'un éventuel renouvellement. L'Union européenne se dit prête à soutenir le Sénégal dans ses efforts pour réformer et renforcer le contrôle de la pêche. Les échos de la campagne à présent. En cette période, on assiste à beaucoup de désinformation. Pour lutter contre les fake news, un atelier de sensibilisation s'est tenu. Objectif, inciter les électeurs à privilégier des informations vérifiées pour un scrutin paisible, équilibré et transparent. Bakary Dembassé. Sensibilisation contre la désinformation en période électorale, c'est le thème de cet atelier organisé par le National Democratic Institute, NDI, en partenariat avec le collectif des organisations de la société civile pour les élections. L'objectif est d'asseoir un processus électoral crédible, transparent et apaisé. Le Sénégal fait la fierté non seulement des Sénégalais, mais des Africains à travers tout notre continent. Il est important de sauvegarder ce succès. Le phénomène de la désinformation est un phénomène qui impacte négativement les différents pays à travers le monde et surtout les démocraties émergentes. Donc il est important que la sensibilisation soit faite. L'apport du CNRA est essentiel pour minorer la désinformation qui peut être source de perturbation du scrutin. Parlant des médias, on parle toujours de vérification des informations, donc véritablement d'éviter de faire dans la manipulation, de diffuser des messages donc relatifs véritablement à la haine, à la violence, surtout quand ces messages ne sont pas donc véritablement des messages qui reposent sur des faits, n'est-ce pas, vérifiés. La société civile est au centre de ce programme et joue un rôle d'arbitre. De rappeler que l'information diffusée, mal diffusée, la désinformation peut affecter le caractère transparent et la crédibilité du scrutin. À travers cet atelier de sensibilisation, toutes les forces et les instances de contrôle forment un bloc uni pour lutter contre la désinformation en période électorale. Et à quelques jours de la fin de la campagne, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel salue le professionnalisme de la RTS. En visite dans nos locaux, le président Mamadou Oumar Ndiaye, accueilli par le directeur général Papa Lénian, exprime sa satisfaction face à la couverture rigoureuse de la campagne électorale. Ramatadem.
Accueilli par le directeur général de la RTS, le président du CNRA a eu une réunion de travail avec les agents de la RTS mobilisés pour une bonne couverture de la campagne électorale. J'ai été impressionné par le professionnalisme des agents de la RTS. C'est vraiment du travail de très haute qualité qui est abattu au quotidien depuis le démarrage de la campagne électorale. Il se félicite également des gros moyens déployés par la télévision nationale. J'ai été véritablement impressionné, surtout par toute la logistique déployée et également la grosse machine, parce que je crois comprendre qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été mobilisées, des véhicules, non seulement les 41 équipes comprenant chacune 4 personnes qui suivent chacune des listes, mais également derrière, il y a des redondances, il y a des équipes de réserve, il y a également des véhicules de liaison qui sillonnent jour et nuit le territoire national jusque dans les coins les plus improbables pour aller récupérer les éléments et les envoyer ici et en un flux continu. Le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, est revenu sur la parfaite collaboration entre les deux structures. Il nous revient de les remercier pour cette parfaite collaboration. Le CNRA nous a beaucoup facilité le travail parce que nous, notre travail, c'est en amont. Mais tout ce qui passe à l'antenne doit être validé par le CNRA. Et que nous sommes dans l'obligation de respecter les tranches horaires de 18h30 à 19h45 et de 21h à 22h15. Et que le CNRA, depuis le début de cette campagne, se réunit à temps pour valider très rapidement tous les éléments qui devraient passer au niveau des tranches horaires à temps. Ce qui nous a permis, au niveau de la RTS, de remplir notre mission, de respecter jusqu'à ce jour les tranches horaires, mais également, nous n'avons pas eu de réclamation par rapport aux mandataires. Un bilan à mi-parcours très satisfaisant, selon les autorités de la RTS et du CNRA. Féliciter chaleureusement Pape Alé Niang et toutes les équipes de la RTS pour l'excellent travail qui est abattu depuis le début de la campagne électorale. Je puis en témoigner puisque nous recevons chaque jour que Dieu fait les 41 éléments, on a eu à faire très peu de remarques par rapport au travail que nous avons envoyé par les équipes de la RTS. Tellement c'est bien fait. Il me revient également de remercier vivement mon grand frère, Mamadou Omar Ndiaye, le président du CNRA. Il a tenu à venir nous rendre visite, à nous encourager, parce que nous sommes sur la ligne droite. Et il nous reste 3 à 4 jours de campagne et que c'est des moments qui sont très difficiles. Les nerfs sont à fleur de peau et tout ça. Et tout simplement, il est venu nous encourager. Et nous pensons que nous allons redoubler d'efforts pour terminer cette campagne en beauté. Plus que quelques jours pour terminer en beauté la couverture médiatique de la campagne électorale pour les législatives de ce 17 novembre. La RTS compte être bien présente à ce rendez-vous de ce dimanche. Député maire, ministre maire, des pratiques contestées depuis des années au Sénégal. À l'approche de la 15e législature, la question se pose, ces cumuls de mandats sont-ils encore compatibles avec le code électoral? Question-réponse avec Bakary Dembassi. Le cumul de fonctions a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. On s'achemine vers les élections législatives anticipées. Ce sujet est encore d'actualité et mérite que l'on s'y attarde. Il y a ce que la loi prévoit, qui est ce qu'on appelle le régime des incompatibilités. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qu'on ne peut pas exercer en même temps qu'on est député, ce qui est normal. On ne peut pas être, par exemple, dans une position de contrôler et de contrôler. Le fait d'occuper plusieurs postes peut entraver la bonne marche des affaires étatiques et donc engendrer des conflits d'intérêts. Le député qui est élu doit d'abord être protégé au nom du principe de la séparation des pouvoirs, de l'autonomie parlementaire. Il doit être aussi protégé pour éviter ce qu'on appelle la course vers les portefeuilles. Il doit être protégé pour garantir à l'électeur que le député qui est élu sera à l'abri de toute pression et de conflits d'intérêts. Le député peut perdre son poste à l'Assemblée nationale si l'on prend en compte le principe d'incompatibilité. Le droit électoral introduit ces règles d'incompatibilité. Au niveau du code électoral, par exemple, à partir de l'article 63 jusqu'à l'article 72, des règles d'incompatibilité sont instituées pour éviter que le député puisse exercer son mandat dans les meilleures conditions possibles. Pour la mise en œuvre de tout cela, ils doivent non seulement faire cette déclaration-là, mais s'il est avéré
que le député ne respecte pas les règles d'incompatibilité, il perd son pouvoir. Il perd son mandat dans les 8 jours, après 8 jours d'exercice. Les Sénégalais s'attendent à des députés soucieux du bien-être de la population et pour ce faire, il faudra que le parlementaire soit conscient de sa mission. Nous avons besoin de parlementaires qui connaissent le peuple sénégalais, qui ont les mêmes intérêts que le peuple sénégalais et qui pourront exprimer ses intérêts à tous les moments de son exercice parlementaire. Lorsque les députés font véritablement le travail qui leur est dévolu par la Constitution et par le règlement intérieur, ils trouveront difficilement le temps d'exercer une fonction exécutive locale. Le cumul de mandats a été décrié par bon nombre de politiques et de technocrates depuis plusieurs années. Dans cette 15e législature, les députés pourraient vaincre le signe indien et faire uniquement focus sur leurs fonctions. Et puis, dans le cadre de la 15e biennale de l'art africain contemporain, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a initié un projet qui consiste à retracer l'histoire de l'Orchestre national du Sénégal. C'est à travers une exposition multisport dénommée Djar Djar. Djari Bassiro Sissé. L'exposition a pour but de faire redécouvrir au grand public la valeur musicale de l'Orchestre national du Sénégal. Depuis sa création en 1982, il a su exhumer le patrimoine musical du pays, en le valorisant à travers des créations originales et en le mettant en dialogue avec des voix, des sons et rythmes d'autres contrées du monde. La Galerie d'art du Sénégal, fidèle à sa vocation de vitrine des arts visuels, a porté son choix sur le passé et le présent de l'Orchestre national, en vue de revisiter son riche parcours à travers des photos, de la peinture et de l'audiovisuel. L'itinéraire est jalonné de défis et de succès. Le professionnalisme de ces musiciens a participé au rayonnement du Sénégal. À une époque de mutation accélérée par le numérique et la digitalisation des plateformes musicales, l'orchestre est confronté au défi de l'adaptation. Il est loin le temps où l'Orchestre national du Sénégal assurait le tempo des chaînes de radio et de télévision publiques, demeurait incontournable pour accompagner les grands musiciens étrangers se produisant au Sénégal. Il lui faut retrouver cette aura et cette légitimité, d'autant plus que l'Orchestre national possède une âme, une identité, une signature que les grandes compétences qui l'habitent continuent à vivifier. Pour cette 15e biennale de l'art africain contemporain, l'occasion est saisie pour remettre à l'Orchestre national du Sénégal au goût du jour. Cet orchestre qui a grandement contribué au rayonnement culturel du pays par la musique ainsi qu'à la connaissance et à la préservation du patrimoine musical sénégalais. Et en sport, la Fédération sénégalaise de football salue les performances exceptionnelles de l'équipe nationale de beach soccer et des moins de 17 ans. Les Lions du Sable ont été gratifiés de 4 millions de francs CFA chacun, tandis que les Lionceaux ont reçu 1 million. Un bel hommage pour ces jeunes talents qui font briller le Sénégal sur la scène continentale. Ibrahim Boub. Une cérémonie de présentation des trophées de la CAN de beach soccer et de l'UFOA placée sous le signe de la fierté et du patriotisme. Joueurs et dirigeants ont entonné l'hymne national et l'hymne de la jeunesse. Mais le moment le plus attendu est celui de la remise symbolique des chèques. Célébrer nos champions, célébrer le football sénégalais, c'est notre rôle en tant que COMEX, c'est le rôle aussi de l'État. Notre volonté, c'est toujours de retourner au football, aux footballeurs, l'argent du football. Les champions ont exprimé leur joie. Les capitaines ont parlé au nom des deux sélections. Les trophées remportés sont le fruit d'un dur labeur. Nous avons le Sénégal au cœur. Même blessés, certains ont fait des sacrifices pour aller chercher le trophée. Je peux donner l'exemple de Mahmoud Diagne. Peut-être qu'il va subir une opération bientôt. Nous vous donnons rendez-vous à la CAN. Et nous souhaitons le faire. La tutelle a été représentée à la cérémonie par le directeur du sport de haut niveau. Il a magnifié les victoires du beach soccer et des moins de 17 ans. Le peuple est vraiment fier de vous, chers Lions. J'invite toute
nos équipes nationales à s'inspirer de vous pour toujours hisser notre drapeau national sur le toit de l'Afrique, voire du monde. Le double ballon d'or africain El Hadji Ousseynou Diouf a félicité les deux équipes nationales pour leur brillante performance. À la fin de la cérémonie, un cadeau a été offert à Jo Samba, un homme de l'ombre qui a travaillé à la fédération pendant 20 ans. Il part à la retraite après de bons et loyaux services rendus au football sénégalais. Merci. Mais Et en plus bref, l'équipe nationale du Sénégal est arrivée à Bamako au Mali ce matin. 26 joueurs ont fait le déplacement. Les Lions effectuent la séance de veille de match à 19h au stade du 26 mars. Le Sénégal rencontre, je vous le rappelle, le Burkina Faso demain à la même heure. Les deux équipes sont déjà qualifiées à la CAN 2025 et l'enjeu du match reste la première place de la poule. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. À Matam, les sérigraphes font face à une campagne électorale en demi-teinte. Contrairement à la présidentielle précédente, les commandes se font rares et les professionnels déplorent le manque de confiance des clients qui préfèrent se tourner vers Dakar. Une situation qui impacte leurs revenus et met en lumière les défis du secteur. C'est un reportage signé Rodja. D'habitude, ils se frottaient les mains en période de campagne électorale. Pour celle-ci, tel n'est pas le cas. Dans les structures spécialisées en sérigraphie à Ourossogui, ce n'est pas encore le grand rush. L'essentiel des candidats et des militants ont passé leurs commandes à Dakar. Nous avons atteint quelques clients venant du parti au pouvoir, et certaines aussi venant de partis de l'opposition. Donc l'affaire n'est pas encore au top. Mais nous arrivons quand même à récolter quelques nombres de commandes. Donc dans les jours à venir, nous aurons d'autres commandes plus grandes. L'affluence n'est pas encore vraiment à son niveau. Ici, on confectionne des t-shirts, des casquettes, des banderoles, des pancartes, entre autres articles à l'effigie des candidats. En cette période, le business le plus rentable est la production de t-shirts. On nous reproche d'être cher, mais si on avait des commandes en masse, comme au lot de 1000, 2000 ou 3000 t-shirts, nos articles seront confectionnés beaucoup moins chers. Ici, on commande que pour compléter le gros lot qui a été déjà commandé à Dakar. Malgré la présence des 41 lustres, le business était beaucoup plus florissant lors de la dernière campagne présidentielle. Cette fois-ci, les clients viennent au compte-gouttes avec des commandes qui varient seulement entre 20 et 50 t-shirts. C'est la viande la plus consommée au Sénégal, mais dans les marchés de Dakar, la volaille devient de plus en plus rare et coûteuse. La hausse des prix et la pénurie de poulets exacerbée par la période post-hivernage plonge, vous allez le voir, vendeurs et consommateurs dans une situation très délicate. C'est un reportage signé Hawa Habicham. Dans certains marchés de Dakar, le poulet voit son prix flamber, atteignant parfois le double de son tarif habituel. Au marché Tilène, en cette période post-hivernage, pour beaucoup, s'offrir cette volaille est devenu un véritable défi. Cette situation est très difficile pour nous, car il n'est pas évident de passer soudainement de l'achat d'un poulet à 2000 francs ou 3500 francs à un prix entre 6000 et 7000 francs. Le poulet est devenu vraiment cher sur le marché. En ce moment, le moins cher coûte au minimum 4000 francs. Pour certains vendeurs, plusieurs facteurs freinent l'élevage et la vente de poulets, rendant le business plus difficile. Étant donné que nous venons juste de sortir de la saison des pluies, il est assez normal qu'il y ait peu de poulets disponibles. Durant cette période, il est difficile de produire une grande quantité de volailles, car les conditions d'élevage y sont très compliquées et comportent beaucoup de risques. Mais après, si vous avez 2 kilos, 2 kg 500 ba 3 kg dang koy am quoi. Le mois dernier, une épidémie a frappé les élevages, causant de lourdes pertes pour les éleveurs de volailles.
C'est ce qui a provoqué une pénurie sur le marché. Heureusement, les éleveurs commencent petit à petit à se relever de cette crise. Tandis que la hausse des prix et la pénurie pèsent sur de nombreux vendeurs de poulets, ceux disposant de boutiques et de partenariats avec des entreprises sont moins affectés par la situation. On n'est pas beaucoup impacté. En fait, c'est par rapport à la façon dont nous fonctionnons. Nous commandons auprès d'une société de la place, donc une assez grande quantité, et vu que nous avons des chambres froides, donc c'est là où nous stockons les produits, le temps de les écouler. Cette situation laisse vendeurs et consommateurs dans l'attente d'une amélioration. Ils espèrent des mesures rapides pour stabiliser le marché et rendre le poulet à nouveau accessible à tous. Et en plus bref, pour finir, sachez que l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, décédé il y a quelques jours, sera enterré dans l'après-midi à Nioro, dans sa ville natale. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital militaire de Ouakam, vous le voyez à l'image. Autorités étatiques, politiques, partenaires internationaux, camarades de promotion 77 du Britannique militaire, collègues du ministère des Finances et du Budget étaient aux côtés de la famille pour lui rendre un dernier hommage. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ainsi va l'actualité de ce mercredi après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. Tout de suite, le Wolof avec Adjaratou Ramaboy. Je vous souhaite une excellente journée.